Bonjour tout le monde, c'est Petit Champi. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Ouais, je sais, mais j'ai été pas mal pris par mes recherches. J'ai voyagé un petit peu et je vous ai retrouvé quelques petites choses qui, je pense, devraient vous intéresser. Bienvenue donc dans la saison 2 du Necronomicon avec un nouveau format. Comme vous le voyez derrière moi, je suis en train de trouver le moyen d'élever des mini-créatures pour le culte de Cthulhu. Pour le moment, c'est pas encore terrible. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des créatures à mettre là-dedans, n'hésitez pas, contactez-moi par mail et on verra ce qu'on fera. Sur ce, pour débuter cette nouvelle saison du Necronomicon, j'ai choisi une des nouvelles les plus emblématiques peut-être de l'œuvre de Howard Philip Lovecraft. Il s'agit de l'Appel de Cthulhu. C'est la nouvelle, je pense, la plus importante à vous faire connaître afin de pouvoir appréhender toute cette saison de Necronomicon. Cet appel de Cthulhu vous sera lu en 3 épisodes. On va donc, sans plus attendre, commencer par le premier épisode de l'Appel de Cthulhu. Pour la petite histoire, il s'agit d'un document qui a été retrouvé dans les papiers de Francis Wayland Thurston à Boston. Voilà. L'abomination d'argile. La chose la plus miséricordieuse en ce bas monde est bien, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à mettre en relation tout ce qu'il contient. Nous habitons un paisible îlot d'ignorance, cerné par de noirs océans d'infini, sur lesquels nous ne sommes pas appelés à voguer bien loin. Les sciences, chacune creusant laborieusement son propre sillon, nous ont jusqu'à présent épargnés. Mais un jour viendra où la conjonction de tout ce savoir disparate nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur la réalité et sur l'épouvantable place que nous y occupons, que nous ne pourrons que sombrer dans la folie devant cette révélation, ou bien fuir la lumière pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Les théosophes ont pressenti l'envergure grandiose et terrifiante du cycle cosmique au sein duquel notre monde et notre espèce ne sont rien de plus que d'éphémères incidents. Ils ont évoqué d'étranges rémanences en des termes qui nous glaceraient le sang s'ils n'étaient dissimulés par le voile terne de leur optimisme. Mais ce n'est pas à eux que je dois la vision fugitive de ces éons interdits qui me fait frissonner lorsque j'y pense et me rend fou quand j'en rêve. Cette vision, comme tous les épouvantables aperçus de la vérité, a surgi à l'association fortuite d'éléments distincts. Dans ce cas, un ancien article de journal et les notes d'un universitaire défunt. J'espère que personne d'autre ne commettra jamais cette même association. Je sais avec certitude que tant que je vivrai, je ne me permettrai pas d'ajouter consciemment le moindre maillon à cette effroyable chaîne d'événements. Je pense que le professeur souhaiterait comme moi
taire ce qu'il avait appris et qu'il aurait détruit ses notes si la mort ne l'avait pas brusquement remporté. Mon application dans cette affaire remonte à l'hiver 1926-1927, avec le décès de mon grand-oncle, George Gammel Angel, professeur émérite de langue sémitique à l'université Brown de Providence, dans l'état de Rhode Island. Le professeur Angel était unanimement reconnu comme l'un des plus éminents épigraphistes au monde, et il arrivait fréquemment que les conservateurs des musées les plus prestigieux fassent appel à ses services, de sorte que sa disparition à l'âge de 92 ans reste encore dans les mémoires. Au niveau local, l'intérêt suscité par cette nouvelle fut d'autant plus vif que les causes de son décès étaient mystérieuses. Le professeur avait trouvé la mort sur le chemin de son domicile, alors qu'il revenait du ferry de Newport. D'après certains témoignages, il s'était effondré après avoir été bousculé par un noir aux allures de marin, qui avait jailli de l'une des arrière-cours malfamées de l'abrupte versant de collines, emprunté par le défunt comme raccourci entre les quais et sa demeure de William Street. Les médecins ne décelèrent aucun trouble organique visible, mais conclurent à l'issue de délibérations embarrassées qu'une vague lésion cardiaque, causée sans doute par l'ascension du coteau escarpé, avait eu raison du vieil homme. À l'époque, rien ne m'incitait à contredire cette assertion, mais je me suis dernièrement mis à douter de son bien fondé. Et douter est un mot bien faible. En ma qualité d'héritier et d'exécuteur testamentaire de mon grand-oncle, mort veuf et sans enfant, il me revenait de passer au crible tous ses papiers. À cette fin, je transférai chez moi, à Boston, tous ces dossiers et archives. La plupart des documents que j'ai mis en corrélation seront bientôt publiés par la Société américaine d'archéologie. Mais il restait une boîte que je trouvais extrêmement curieuse et qu'il me répugnait d'exposer au regard d'autrui. Elle était fermée à clé et cette dernière resta introuvable jusqu'au jour où j'eus l'idée d'examiner le trousseau que le professeur conservait dans sa poche. Je parvins donc à l'ouvrir, mais me trouvai alors confronté à un obstacle plus impressionnant et plus insurmontable encore. Car que pouvait bien signifier le mystérieux bas-relief en argile et les notes incohérentes, les élucubrations et les coupures de presse diverses qu'elle contenait? Mon oncle, durant ces dernières années, s'était-il laissé abuser par quelque évidente supercherie? Je résolus aussitôt de mettre la main sur le sculpteur excentrique qui avait ainsi perturbé la tranquillité d'esprit d'un honnête vieillard. Le bas-relief, un rectangle grossier épais de moins de 3 cm pour une surface d'environ 12 cm sur 15, était manifestement de facture récente. Ces motifs, en revanche, n'avaient rien de moderne, tant par l'impression qu'ils dégageaient que par les idées qu'il suggérait. Car si le futurisme et le cubisme offrent souvent une délirante profusion de fantaisie, ils reproduisent rarement la régularité cryptique qui se tapit dans les écritures préhistoriques. Et c'était bien une telle écriture que la plupart de ces motifs semblaient former. Une écriture que je ne parvins ni à identifier, ni à rapprocher d'aucun alphabet connu, en dépit de mes propres connaissances et des nombreux documents et recueils de mon oncle. Ces mystérieux hiéroglyphes étaient surmontés d'une effigie indubitablement figurative, mais dont l'exécution abstraite ne permettait pas de déterminer la nature exacte. On eût dit une espèce de monstre, ou bien la représentation symbolique d'un monstre,
que seul un esprit malade avait pu concevoir. Qu'il me suffise de dire qu'elle imposa à mon imagination féconde les visions successives d'une pieuvre, d'un dragon et d'une caricature d'être humain, et je ne serai pas infidèle à l'esprit de cette chose. Une tête charnue garnie de tentacules surplombait un corps grotesque et squameux, doté d'ailes rudimentaires. Mais c'était bien l'aspect général de cette œuvre qui la rendait si odieusement repoussante. Derrière l'effigie se dessinaient les contours vagues d'un décor à l'architecture cyclopéenne. À l'exception d'un paquet de coupures de presse, toutes les feuilles qui accompagnaient cette curiosité avaient été récemment rédigées de la main même du professeur Angel et ne s'embarrassaient pas d'effets de style, de ce qui semblait être le document principal. Il portait le titre « Culte de Cthulhu », méticuleusement tracé en majuscules d'imprimerie afin de faciliter la lecture de ce mot mystérieux. Ce manuscrit était divisé en deux parties. La première, intitulée 1925, Rêve et création onirique de H. A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, Rhode Island. Et la seconde, Récit de l'inspecteur John R. Legras, 121 Bienville Street, Nouvelle-Orléans, Louisiane, réunion de la SAA, 1908. Commentaire du dit récit et compte-rendu du professeur Webb. Les autres feuilles et manuscrits consistaient en de brèves notes. Il s'agissait pour certaines de comptes rendus des rêves étranges de différentes personnes. Pour d'autres, de citations tirées de livres et de revues de théosophie, notamment L'histoire de l'Atlantide et La Lémurie perdue de W. Scott Elliot. Et pour le reste, d'observations au sujet d'antiques sociétés secrètes et de cultes clandestins qui renvoyaient à des ouvrages de référence sur la mythologie et l'anthropologie, tels que Le Rameau d'Or de Fraser ou Le culte des sorciers en Europe occidentale de Mademoiselle Murray. Les coupures de presse traitaient pour la plupart des cas de démence extrême et d'épidémies de psychose ou d'hallucinations collectives constatées au printemps de l'année 1925. La première partie du manuscrit principal rapportait une histoire fort singulière. Le 1er mars 1925, un jeune homme mince et brun, à l'air fiévreux et agité, avait demandé à voir le professeur Angel pour lui présenter l'étonnant bas-relief dont l'argile était encore extrêmement humide et fraîche. Sa carte de visite annonçait Henry Anthony Wilcox, et mon oncle reconnut en lui le Benjamin d'une excellente famille de sa connaissance, qui avait récemment entrepris d'étudier la sculpture à l'école des beaux-arts de Rhode Island et logé seul à la pension Fleur de Lys, située non loin de cette institution. Wilcox était un jeune prodige aussi talentueux qu'excentrique, qui, dès son plus jeune âge, avait attiré l'attention sur lui, en prenant l'habitude de raconter de mystérieux récits et des rêves étranges. Lui-même se présentait comme un hypersensible psychique, mais la bonne société de cette ancienne ville marchande, ne voyant lui qu'un simple marginal. Comme il ne fréquentait guère son milieu, il avait peu à peu perdu toute notoriété mondaine et n'était plus désormais considéré que par une poignée d'esthètes originaires d'autres villes. Même le club des arts de Providence, soucieux de préserver sa réputation, avait jugé son cas irrécupérable. Le jour de sa visite, poursuivait le manuscrit du professeur,
Le sculpteur avait abruptement sollicité les connaissances archéologiques de son hôte en lui demandant d'identifier les hiéroglyphes du bas-relief. Son ton à la fois nonchalant et emprunté lui valut l'antipathie de mon oncle, qui lui répondit sèchement que l'évidente fraîcheur de la tablette l'appartenait à tout, sauf à l'archéologie. La réplique du jeune Wilcox, qui impressionna suffisamment mon oncle pour qu'il le rappelât et la recopie mot pour mot, possédait cette fabuleuse charge poétique qui caractérisait son discours, et dont je devais trouver de nombreux exemples par la suite. Il déclara: « Elle est neuve en effet, car je l'ai réalisée la nuit dernière, lorsque j'ai rêvé d'étranges cités, et les rêves sont plus anciens que la sinistre Tyr, ou que le sphinx contemplatif, ou que Babylone aux 1000 jardins. » Ce fut alors qu'il entama un récit sans queue ni tête, qui éveilla soudain un souvenir enfoui dans la mémoire de mon oncle, et gagna son intérêt fébrile. Il y avait eu la nuit précédente une brève secousse sismique, la plus considérable enregistrée en Nouvelle-Angleterre depuis de nombreuses années, et l'imagination de Wilcox en avait été profondément affectée. Durant son sommeil, il avait rêvé pour la toute première fois d'immenses cités cyclopéennes composées de titanesques blocs de pierre et de monolithes crevant les cieux, exudant une fange verdâtre et imprégnée d'horreurs larvées. Les murs et les colonnes étaient recouverts de hiéroglyphes, et des profondeurs invisibles sourdaient une voix qui n'était pas une voix, mais plutôt une vibration chaotique que seule l'imagination pouvait convertir en son, et que le jeune homme tenta de restituer par cette suite de lettres presque imprononçables. Cthulhu, Dragon. Ce fut justement cette formule inintelligible, point culminant de ce souvenir, qui intrigua et perturba le professeur Angel. Il interrogea le sculpteur avec une rigueur toute scientifique. Puis il s'absorba fiévreusement dans l'étude du bas-relief que le jeune homme s'était découvert avoir façonné lui-même, surpris de se réveiller en chemise de nuit dans son atelier glacé. Mon oncle me déclara plus tard que Wilcox imputait à son âge avancé sa lenteur à reconnaître aussi bien les hiéroglyphes que l'effigie sculptée. Par la suite, son visiteur trouva la plupart des questions du vieil homme tout à fait déplacées. En particulier celles qui tentaient de l'affilier à d'étranges cultes ou sociétés secrètes. Et Wilcox ne comprit pas les promesses de silence répétées qui lui furent proposées en échange d'une admission dans quelques confréries mystiques ou païennes très répandues. Lorsque le professeur Angel fut convaincu que le sculpteur ignorait tout des sectes ou des sciences occultes en général, il implora le jeune homme de venir lui rapporter ses prochains rêves. Cette proposition porta ses fruits car à la suite du premier entretien, le manuscrit dresse la liste des visites quotidiennes de Wilcox, au cours desquelles il décrivit de saisissants fragments d'imaginaire nocturne, toujours empreints du pénible et cyclopéen spectacle de monuments sombres et suintants, hantés par une voix ou une conscience souterraine, dont les hurlements monocordes, charriés d'énigmatiques percussions sémantiques, impossibles à reproduire sinon par un grotesque charabia. Les deux sonorités les plus fréquemment répétées étaient celles transcrites au mieux par les lettres Cthulhu et Rayleigh. Le 23 mars, disait le manuscrit, Wilcox manqua à l'appel. Les renseignements glanés à son domicile révélèrent qu'il avait été frappé par une mystérieuse fièvre et transporté dans la demeure familiale sur Waterman Street. Il avait poussé un hurlement en pleine nuit, réveillant plusieurs artistes de la pension, et avait ensuite alterné entre épisodes d'inconscience et de délire. Mon oncle s'empressa de téléphoner à la famille, et ayant appris que le docteur Toby s'occupait du malade, rendit dès lors de fréquentes visites au cabinet du médecin sur Tyre Street, afin de s'enquérir de l'état de son patient.
Des visions étranges semblent obséder l'esprit enfiévré du jeune homme, et le praticien ne put les évoquer sans frissonner. Outre la répétition des scènes précédemment vues en rêve, elles insistaient furieusement sur une créature gigantesque, haute de plusieurs kilomètres, à la démarche lourde et traînante. Il ne décrivait jamais précisément cette chose, mais devant la récurrence frénétique de certains termes que lui rapporta le docteur Toby, le professeur fut persuadé qu'il devait s'agir de la monstruosité sans nom que l'artiste avait tenté de sculpter en rêve. Chaque allusion à cette chose, ajoutait le docteur, annonçait invariablement chez son patient une nouvelle rechute léthargique. Sa température, curieusement, n'était guère supérieure à la normale. Cependant, son état général suggérait une véritable fièvre plutôt qu'un trouble mental. Le 2 avril, aux alentours de 15 heures, tous les symptômes du mal de Wilcox se dissipèrent brusquement. Le jeune homme s'assit dans son lit, stupéfait de se retrouver chez ses parents et sans le moindre souvenir des événements réels ou rêvés qui s'étaient déroulés depuis la nuit du 22 mars. Déclaré bien portant par son médecin, il réintégra son domicile 3 jours plus tard, mais ne présenta bientôt plus aucun intérêt pour le professeur Angel. Son rétablissement marqua la fin de ses visions étranges, et mon oncle cessa de consigner ses impressions nocturnes, après une semaine d'insignifiants et futiles comptes rendus de rêves on ne peut plus communs. Ici s'achevait la première partie du manuscrit, mais les nombreuses références aux notes qui l'accompagnaient me donnèrent ample matière à réflexion, à tel point, dois-je avouer, que seul le scepticisme invétéré qui me tenait lieu de philosophie peut expliquer ma méfiance persistante envers l'artiste. Les notes en question décrivaient des rêves de différentes personnes au cours de la période des mystérieuses épiphanies du jeune Wilcox. Mon oncle, semblait-il, avait rapidement mis sur pied un réseau d'informations prodigieusement vaste auprès de presque tous ceux de ses amis qu'il pouvait interroger sans risquer de les offusquer. Il leur avait demandé de lui raconter leurs rêves en précisant les dates de toute vision marquante survenue récemment. Ces requêtes avaient reçu des accueils variés, mais il avait, à tout le moins, dû obtenir plus de réponses qu'un homme ordinaire n'aurait pu en traiter sans l'aide d'un secrétaire. Il n'avait pas conservé les originaux des lettres de ses correspondants, mais ses notes en dressaient un résumé scrupuleux et parfaitement édifiant. Les personnalités du beau monde et les hommes d'affaires, le sel de la terre proverbial de la Nouvelle-Angleterre, n'avaient pas donné de résultats probants, à l'exception de quelques cas isolés de diffuses et pénibles impressions nocturnes, toujours survenues entre le 23 mars et le 2 avril, date de la phase délirante du jeune Wilcox. Les hommes de science n'avaient guère été plus affectés, hormis 4 cas dont les descriptions évasives suggéraient des visions fugitives de paysages fantastiques, accompagnés, pour l'un d'entre eux, d'une sensation de terreur, liée à quelque chose d'anormal. Ce furent les artistes et les poètes qui donnèrent les résultats les plus intéressants, et j'imagine sans mal le déchaînement de panique s'ils avaient été en mesure de comparer leurs réponses. À ce point de ma lecture et en l'absence de courriers originaux, je suspectais à moitié le compilateur d'avoir orienté ces questions, ou bien d'avoir sélectionné dans ses lettres les seuls éléments corroborant les conclusions qu'il avait préalablement résolu de tirer. Voilà pourquoi je restais persuadé que Wilcox, ayant par je ne sais quel moyen pris connaissance des anciennes données recueillies par mon oncle, avait abusé de la crédulité du scientifique vieillissant. Les réponses données par ces esthètes rapportaient toutes le même récit troublant. Du 28 février au 2 avril, une grande proportion d'entre eux avaient fait l'expérience de rêves plus qu'étranges, qui avaient considérablement gagné en intensité lors de la phase délirante du sculpteur. Parmi ces rêveurs,
Plus d'un quart évoquait des scènes et des vibrations sonores proches de celles décrites par Wilcox. Et certains avouaient même avoir ressenti une terreur extrême face à cette créature colossale et sans nom qui leur était apparue au cours des dernières visions. L'une des notes mettait l'accent sur un cas particulièrement triste. Le sujet, un architecte de renom, passionné de théosophie et d'occultisme, avait sombré dans une violente démence, le jour même de la crise du jeune Wilcox, et avait rendu l'âme quelques mois plus tard, après d'incessants appels à l'aide pour qu'on le sauve d'un démon échappé des enfers. Si mon oncle avait référencé ces différents témoignages sous les noms de leurs auteurs plutôt que par des nombres, j'aurais été en mesure de vérifier leur authenticité au moyen d'une enquête personnelle. Mais de fait, rares furent ceux dont je parvins à retrouver la trace. Parmi ceux-là, cependant, tous confirmèrent les notes du professeur. Je me suis par la suite fréquemment demandé si tous les interlocuteurs de mon oncle avaient été aussi déconcertés par ces questions que ceux que je rencontrais. Il vaut mieux pour eux qu'ils restent dans l'ignorance. Les coupures de presse, comme je l'ai évoqué plus haut, concernaient des cas de panique, de hantise et d'aliénation ayant eu lieu à la même période. Le professeur Angel avait sans nul doute fait appel à une agence de dépêche tant les extraits d'articles étaient nombreux et leurs sources disséminées aux quatre coins du globe. Là, il était question d'un suicide nocturne à Londres, où un dormeur solitaire s'était jeté par une fenêtre après avoir poussé un cri terrifiant. Ici, d'une lettre sans queue ni tête adressée au rédacteur en chef d'un journal sud-américain, dans laquelle un fanatique prédisait à partir de ses visions un avenir funeste à l'humanité. Une dépêche californienne relatait qu'une communauté de théosophes vêtus de robes blanches s'était rassemblée pour célébrer quelques glorieux accomplissements qui ne vinrent jamais, tandis que les entrefilés en provenance d'Inde mentionnaient à mots couverts une grande effervescence au sein des peuplades indigènes à la fin du mois de mars. Les orgies vaudou se multipliaient en Haïti, et certains avant-postes en Afrique faisaient état de sinistres rumeurs. Des officiers américains affectés aux Philippines furent confrontés au soulèvement de certaines tribus, tandis qu'un groupe de policiers new-yorkais se faisait agresser par une foule de Lévantins dans la nuit du 22 au 23 mars. L'Irlande occidentale, elle aussi, abondait en légendes et en folles rumeurs. Cependant qu'à Paris, un peintre fantastique nommé Ardois Bonneau exposait son blasphématoire « Paysage de rêve » au salon de printemps de 1926. Quant aux troubles constatés dans les asiles d'aliénés, leur nombre était tel que seul un miracle avait pu empêcher le corps médical d'en constater les étranges similitudes et d'en tirer d'affolantes conclusions. C'était une bien étrange collection d'articles en somme, et je m'étonne aujourd'hui du rationalisme implacable avec lequel je choisis de l'ignorer. Mais j'étais alors convaincu que le jeune Wilcox avait eu connaissance des éléments plus anciens cités par le professeur. Cet épisode de l'appel de Cthulhu est désormais terminé. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, si tout va bien, si je prends pas un peu de retard, pour le deuxième épisode de l'appel de Cthulhu dans le Necronomicon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de regarder dans la description un petit peu, regarder les liens de mes amis Brioche, qui a conçu le thème de la chaîne, et de My Ineffective Madness, excuse-moi d'avoir écorché ton nom, qui a composé la musique du générique de cette saison de Necronomicon. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et faites attention.